Vous n'avez jamais été immobile de toute votre vie. Depuis votre naissance, alors que vous croyez être tranquillement assis ou endormi, vous êtes violemment projeté à travers l'obscurité écrasante du cosmos. Votre cerveau vous ment avec une efficacité redoutable, vous convainquant d'une stabilité qui n'existe absolument nulle part. Le sol sous vos pieds, les murs de votre maison, l'air que vous respirez, tout cela est emporté dans une course vertigineuse autour d'un centre galactique dont vous ignorez la présence. Nous voguons tous dans une bulle gravitationnelle invisible, entraînés par une force incommensurable qui arrache notre monde vers des territoires stellaires lointains. Vous pensez vivre une existence sédentaire, alors que vous êtes en ce moment précis le passager inconscient d'un gigantesque navire à la dérive, lancé à une vitesse phénoménale dans l'océan le plus hostile et le plus glacé que l'on puisse concevoir. Et cet océan est infiniment plus vaste que tout ce qu'on vous a enseigné. Lorsque l'on imagine les limites de notre voisinage cosmique, on s'arrête généralement à l'orbite de Pluton ou aux confins de la ceinture de Kuiper. On se représente un système bien délimité, sagement organisé autour du Soleil. Mais cette image rassurante est une illusion monumentale. La véritable frontière se trouve des milliers de fois plus loin, plongée dans une nuit éternelle où la lumière même met des années à parvenir. C'est un immense réservoir de glace vierge, un vestige gelé de la naissance de notre monde qui s'étend sur des milliards de kilomètres dans le silence absolu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est réellement le nuage d'Oort et pourquoi le système solaire ne s'arrête jamais vraiment. Mais juste avant, si vous aimez explorer les immensités qui nous entourent, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer ce travail de vulgarisation. Avant de partir, dites-nous en commentaire depuis quel endroit du monde regardez-vous le ciel et quelle heure il est chez vous en ce moment. En route pour les confins de notre monde. Pour comprendre la véritable nature de cette sphère invisible, il faut d'abord plonger dans la plus grande crise astronomique du siècle dernier. Au début du XXe siècle, l'humanité pensait avoir enfin dressé la carte définitive de notre voisinage cosmique. Imaginez l'état d'esprit des chercheurs de l'époque, après des millénaires d'observations à l'œil nu, puis des siècles passés derrière les lentilles de plus en plus puissantes de leurs télescopes. Les astronomes étaient convaincus que le système solaire n'avait plus de secret majeur à livrer. Ne vous y trompez pas, le dogme régnant était clair, ordonné et profondément rassurant. Tout était résolu, tout était à sa place, et les mécaniques célestes de Newton et de Kepler fonctionnaient avec la précision d'une horloge suisse. Les frontières semblaient fermement établies. L'astronomie triomphait grâce à des méthodes mathématiques d'une précision redoutable. Le sommet de cette gloire avait été atteint en 1846 lorsque l'astronome français Urbain Le Verrier, travaillant à l'Observatoire de Paris, avait découvert la planète Neptune, non pas en scrutant le ciel, mais uniquement à l'aide de ses équations mathématiques. C'est exactement comme un joueur de billard expérimenté qui devine la position exacte d'une boule invisible sur le tapis, simplement en observant le rebond imprévu et les déviations des autres boules. Le Verrier avait vu l'invisible grâce aux mathématiques. Plus tard, en 1930, lorsque Clyde Tombaugh découvre Pluton depuis l'observatoire Lowell en Arizona, la communauté scientifique pousse un soupir de soulagement cosmique. Le puzzle est officiellement terminé. Vous pouviez fermer les manuels scolaires, il n'y avait plus de monstres cachés dans l'obscurité,
plus de continents cosmiques à découvrir. Mais au milieu de cette satisfaction intellectuelle, une anomalie flagrante refusait obstinément de s'intégrer dans les modèles bien propres des physiciens. Une fissure béante dans la théorie, que l'on appelle aujourd'hui le paradoxe des comètes. Pour saisir l'ampleur de ce problème, vous devez comprendre la nature physique de ces objets. Une comète n'est pas un rocher solide, comme un astéroïde, c'est un agglomérat fragile de glace d'eau, de monoxyde de carbone, de méthane et de poussière. C'est, pour utiliser un terme familier, une boule de neige sale cosmique. Lorsqu'une comète s'approche de la douce chaleur de notre étoile, sa surface gèle moins et commence à se sublimer violemment. La glace passe directement à l'état gazeux, créant cette queue magnifique et lumineuse qui s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace. Visuellement, c'est un spectacle grandiose. Mais physiquement, c'est une hémorragie mortelle. À chaque passage près du Soleil, une comète perd des millions de tonnes de sa propre masse. C'est inévitable. Pensez à un glaçon que vous sortiriez de votre congélateur pour le poser sur une table en plein soleil d'été, puis que vous remettriez au froid, encore et encore. Après un nombre très limité de cycles, il ne reste plus rien. Les calculs thermodynamiques sont implacables. Une comète moyenne ne peut survivre qu'à quelques milliers de passages près du brasier solaire avant de fondre intégralement et de se désintégrer en un nuage de poussière inerte. Or, voici le cœur du cauchemar mathématique pour les astronomes de l'époque. Le Soleil et son cortège planétaire sont âgés d'environ 4,5 milliards d'années. Si les comètes avaient été formées en même temps que la Terre et orbité depuis le début dans le système interne, elles auraient toutes été vaporisées depuis des milliards d'années. Le ciel d'aujourd'hui devrait être désespérément vide de toute comète. Il ne devrait plus en rester une seule. Pourtant, comment expliquer ces apparitions spectaculaires? D'où viennent ces nouvelles comètes, immenses et gorgées de glace vierge, qui surgissent soudainement dans notre ciel pour la première fois? C'était une contradiction absolue. Le chronomètre cosmique indiquait que le réservoir devait être à sec, mais le ciel nous prouvait l'inverse à chaque nouvelle observation. La première tentative de résolution de cette énigme monumentale survient en 1932. L'astronome d'origine estonienne Ernst Öpik, alors chercheur à l'observatoire d'Armagh en Irlande du Nord, publie un article théorique révolutionnaire. Il avance l'hypothèse qu'il doit exister une pouponnière, un réservoir externe de météores et de glace, situé à une distance si lointaine que la chaleur du Soleil ne peut l'atteindre. Ernst Öpik pose les fondations numériques d'un congélateur cosmique, un endroit où la matière primordiale serait préservée du feu destructeur de l'étoile centrale. Cependant, bien que brillante, son argumentation reste incomplète et ne parvient pas à convaincre l'ensemble d'une communauté scientifique encore trop attachée à l'idée d'un système compact s'arrêtant à Pluton. Le dogme résiste et le mystère des comètes à longue période continue de hanter les nuits des astrophysiciens. Il faudra attendre 18 années supplémentaires pour que la crise soit enfin résolue avec une précision chirurgicale. En 1950, l'astronome néerlandais Janne Oort, travaillant à l'observatoire de Leiden, décide de s'attaquer de front à ce paradoxe insupportable. Janne Oort ne possède pas de télescope magique capable de percer les ténèbres de l'espace profond, car aucune optique au monde ne peut voir un bloc de glace non éclairé à des milliards de kilomètres.
Il va donc utiliser la même arme qu'Urbain Le Verrier, un siècle plus tôt, la statistique et la gravité. Jan Oort sélectionne méticuleusement les orbites de 19 comètes à très longue période, récemment documentées. Et c'est à ce moment précis qu'il réalise l'impensable. Il s'assoit à son bureau, les yeux rivés sur les données orbitales. Il fait tourner les équations à l'envers. Il rembobine mathématiquement le temps pour retracer la trajectoire exacte de ces 19 vagabondes célestes. Il calcule la position de leur aphélie, c'est-à-dire le point de leur orbite le plus éloigné du Soleil. Et soudain, les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec une clarté aveuglante. Ces orbites ne proviennent pas de l'espace interstellaire aléatoire. Elles convergent toutes. Elles trouvent toute leur origine dans une région spécifique, située à une distance ahurissante, comprise entre 20 000 et 100 000 unités astronomiques de notre étoile. Jan Oort démontre de manière irréfutable que ces comètes tombent vers nous depuis toutes les directions de l'espace avec une répartition isotrope. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela prouve qu'il ne s'agit pas d'une simple ceinture plate ou d'un anneau comme celui des astéroïdes. C'est une coquille. Une gigantesque, colossale bulle sphérique qui englobe l'intégralité de notre système solaire dans toutes les directions. Oort vient de découvrir, sur le papier, la plus vaste structure astronomique jamais liée à notre étoile. Il vient de prouver que notre monde ne se termine pas timidement après Pluton, mais qu'il s'étend des milliers de fois plus loin, dans un royaume de froid absolu contenant des milliers de milliards de corps de glace. Cette prédiction est si élégante, si mathématiquement parfaite, qu'elle résout instantanément le paradoxe des comètes. Ces montagnes de glace ne fondaient pas parce qu'elles attendaient, figées dans un froid proche du zéro absolu, à l'abri de toute chaleur, jusqu'à ce qu'une perturbation gravitationnelle ne les fasse chuter vers nous. Le soulagement dans la communauté astronomique est immense. Le modèle est sauvé. L'origine de ces voyageurs de glace est enfin expliquée avec brio. Tout semble redevenir logique. C'est ici que la logique s'effondre. Car en résolvant ce mystère, les équations de Jan Oort venaient de mettre en lumière un mécanisme physique tellement disproportionné qu'il allait défier toute notre conception de la gravité. Cette révélation mathématique ne prend cependant tout son sens qu'à une seule condition: comprendre précisément l'incroyable brutalité physique qui a donné naissance à ce nuage invisible. Avant de plonger dans ce chaos originel, il faut se représenter la réalité matérielle de ces découvertes. Jan Oort n'a pas sorti ses trajectoires de nulle part. Les données sur lesquelles il s'est basé provenaient de décennies de travail acharné et glacial dans les observatoires du monde entier. Imaginez le dispositif physique réel de l'époque. Nous sommes bien avant l'ère des capteurs numériques ultra sensibles et des ordinateurs personnels. Les astronomes passaient des nuits entières dans des coupoles glaciales, engoncés dans des manteaux épais, luttant contre le froid mordant, uniquement pour exposer de gigantesques plaques photographiques, en verre, enduites d'émulsions chimiques extrêmement sensibles. Ce processus exigeait une concentration surhumaine. Le télescope, pesant des tonnes d'acier et de laiton, devait être guidé manuellement pour suivre exactement la rotation de la Terre, compensant chaque millimètre pour ne pas flouter l'image. Ensuite, ces lourdes plaques de verre étaient développées dans des chambres noires à l'odeur âcre de produits chimiques. Les chercheurs utilisaient un instrument appelé comparateur à clignotement. Ils plaçaient
2 plaques photographiques de la même région du ciel, prises à quelques jours d'intervalle, et regardait dans un oculaire qui basculait rapidement d'une plaque à l'autre. Dans cette mer de milliers de petits points noirs immobiles représentant les étoiles de fond, il cherchait le minuscule point qui sautait, qui se déplaçait d'un petit millimètre. C'est ce travail physique, manuel et épuisant, traquant de minuscules égratignures sur du verre fragile, qui a fourni les données gravitationnelles pures permettant à Oort de déduire l'existence d'une sphère gigantesque contenant des milliards de comètes. Mais une fois l'existence de cette structure prouvée sur le papier, une question colossale s'est posée, déclenchant ce que l'on pourrait appeler une véritable guerre scientifique. Pendant des décennies, le milieu académique a farouchement défendu l'idée d'un système solaire statique, où chaque objet s'était paisiblement formé là où il se trouve aujourd'hui. L'idée dominante était que les comètes étaient nées sur place, dans le nuage d'Oort lui-même, s'agrégeant lentement dans les confins glaciaux. C'était une erreur monumentale, mais une erreur tenace. Les défenseurs de ce modèle pacifique se sont heurtés de plein fouet aux théoriciens de la dynamique orbitale. Il a fallu des années de débats houleux, d'équations rejetées et de conférences particulièrement tendues pour que le dogme s'effrite. Aujourd'hui, grâce aux simulations numériques de pointe, et notamment au fameux modèle de Nice, développé et peaufiné par des chercheurs de l'Observatoire de la Côte d'Azur en 2005, la communauté scientifique a dû accepter une réalité beaucoup plus violente. Nous savons désormais que l'histoire de ce nuage n'est pas celle d'une genèse tranquille, mais celle d'un exil forcé, d'une brutalité inouïe. Retourner 4,5 milliards d'années en arrière, à l'aube de notre monde. Le système solaire n'a rien de l'horloge bien réglée que nous connaissons. C'est un environnement chaotique, surpeuplé, extrêmement agité. Les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ne sont pas nées à leurs emplacements actuels. Elles ont migré. En se déplaçant, ces titans gazeux ont balayé les vestiges du disque primordial de formation planétaire, une zone remplie de centaines de milliards de débris de roches et de glace. Imaginez que vous réorganisez brusquement tous les gros meubles lourds dans un salon extrêmement encombré. Chaque déplacement d'une armoire ou d'un canapé va inévitablement percuter, bousculer et projeter les innombrables petits objets fragiles éparpillés sur le sol. C'est exactement ce qui s'est produit à une échelle cosmique. Au cœur de cette réorganisation violente, Jupiter a joué le rôle de l'annihilateur. Avec sa masse titanesque, chaque fois qu'un petit bloc de glace s'approchait trop près d'elle, la gravité de Jupiter agissait comme une fronde d'une puissance excessive, éjectant définitivement l'objet hors du système solaire, pour qu'il se perde à jamais dans les abysses interstellaires. Jupiter détruisait les matériaux, mais Saturne et Neptune, étant moins massives, ont joué un rôle de constructeurs involontaires. Leurs champs gravitationnels ont agi comme un joueur de tennis qui dose parfaitement sa frappe. Le coup est assez fort pour envoyer la balle de l'autre côté du court, mais pas assez pour l'éjecter complètement du stade. Sous l'effet de ces frondes planétaires plus faibles, des milliards et des milliards de corps glacés ont été catapultés vers l'extérieur du système. Ils n'ont pas atteint la vitesse de libération nécessaire pour fuir totalement l'attraction du Soleil. Ils ont ralenti encore, pour finalement s'immobiliser et se mettre en orbite à des distances effarantes, là où la gravité solaire n'est plus qu'un murmure fantomatique. C'est ainsi qu'est né le nuage d'Oort. Il n'est pas le berceau des comètes, il est leur cimetière, leur lieu de bannissement.
Ces objets ont été violemment arrachés à leur orbite d'origine, près de la chaleur formatrice des planètes géantes, pour être exilés dans la nuit la plus profonde, où ils sont restés figés, intacts, dans un état de congélation cryogénique parfait depuis la nuit des temps. La résolution de ce pan de l'histoire cosmique a marqué un triomphe absolu pour la physique moderne. Le paradoxe des comètes était définitivement mort. Nous savions désormais qu'elles ne se consumaient pas, parce qu'elles attendaient patiemment leur heure dans une réserve extérieure lointaine, constituée par les rebuts de la construction planétaire. Cependant, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de l'univers à compliquer les choses. Si le mystère de l'origine du nuage était résolu, la nouvelle réalité physique qui l'imposait défiait presque l'entendement. Pensez-y un instant. Si vous aviez la possibilité de vous tenir sur l'un de ces blocs de glace à 100 000 unités astronomiques, vous constateriez que le Soleil n'est plus une étoile aveuglante qui domine le ciel. Il n'est plus qu'un minuscule point lumineux, noyé parmi la toile de fond des autres étoiles de la galaxie. Sa force gravitationnelle y est si faible, si étirée, qu'elle peine désespérément à retenir quoi que ce soit. Une comète se trouvant à cette frontière mettrait environ 30 millions d'années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. Sa vitesse de croisière autour du Soleil est si lente qu'elle équivaut presque à celle d'un être humain marchant tranquillement sur un trottoir. Comment, dans de telles conditions d'extrême faiblesse gravitationnelle, ces milliers de milliards de corps ne se dispersent-ils pas simplement dans la galaxie? S'ils sont à peine retenus par le Soleil, alors ils doivent obligatoirement être soumis à d'autres forces, des forces titanesques provenant de l'extérieur. Le nuage d'Oort n'est pas un système fermé, hermétiquement isolé du reste de l'univers. Il est le point de contact direct, la zone de friction critique où notre petite étoile affronte physiquement et de manière continue les marées gravitationnelles de la Voie lactée tout entière. Ce royaume de l'extrême n'est pas simplement influencé par le Soleil. Il est littéralement tiraillé, compressé de haut en bas et étiré radialement en permanence par le poids écrasant du disque galactique et par les forces invisibles qui le traversent. C'est là que réside le véritable choc de cette découverte. L'astronomie venait de comprendre d'où venaient les comètes, mais elle ouvrait la boîte de Pandore d'une dynamique galactique terrifiante. Qu'est-ce qui maintient ce fragile équilibre? Qu'est-ce qui peut briser cette harmonie précaire et précipiter soudainement ces monstres de glace endormis vers l'intérieur de notre système, droit sur les mondes habitables? Le nuage d'Oort s'est révélé être un environnement chaotique, extrêmement actif, un champ de bataille perpétuel entre notre étoile et le reste de l'univers. Cependant, alors que l'origine de ces voyageurs glacés semblait enfin élucidée, une énigme encore plus troublante venait de voir le jour. Qu'est-ce qui maintient ce fragile équilibre et qu'est-ce qui peut le briser pour précipiter ces monstres vers nous? Pour trouver la réponse, il faut cartographier l'anatomie interne exacte de cette structure. La première étape pour comprendre cette mécanique céleste est d'effacer une des images les plus fausses de l'astronomie populaire. Contrairement à une idée reçue très répandue dans la culture populaire, les documentaires télévisés et les manuels scolaires obsolètes, le nuage d'Oort n'a absolument pas la forme d'un disque plat ni d'une ceinture étendue. L'esprit humain, habitué au schéma classique imprimé sur du papier, a naturellement tendance à imaginer les orbites planétaires et les ceintures d'astéroïdes comme sagement posées sur un grand plateau de service. On visualise Mercure, la Terre, Saturne et Neptune, tournant sagement sur le même plan équatorial géométrique.
et on prolonge intuitivement ce plateau rectiligne jusqu'aux confins les plus lointains de l'univers. Mais la gravité à ces distances phénoménales se moque de notre besoin d'ordre plat. La véritable anatomie du nuage d'or est une structure hybride, composée de deux parties distinctes qui obéissent à des règles profondément différentes. C'est une architecture à deux étages. Commençons par la région la plus proche de nous, que les astronomes appellent le nuage de Hills. Cette immense sous-structure commence à environ 2000 unités astronomiques du Soleil, bien au-delà de la ceinture de Kuiper, et s'étend jusqu'à près de 20 000 unités astronomiques. Le nuage de Hills n'est pas sphérique. Il possède une architecture précise que l'on qualifie de tore. Un tore en géométrie est une forme tridimensionnelle fermée qui ressemble exactement à un beignet percé en son centre ou à une grosse chambre à air gonflé. Imaginez une énorme bouée de sauvetage flottant sur l'eau, extrêmement épaisse et massive. Le nuage de Hills possède précisément cette géométrie enflée et rassurante. Il est très dense, gravitationnellement plus solidement lié au Soleil et contient probablement des dizaines de fois plus de matière que la partie externe. Les physiciens soupçonnent que cette bouée géante agit comme le véritable réservoir d'alimentation du système solaire. Lorsque les orbites des comètes lointaines sont fortement perturbées, c'est ce nuage interne qui pompe en permanence de nouvelles réserves de glace vers l'extérieur, empêchant ainsi le nuage d'Oort de se vider totalement de sa précieuse matière au fil des milliards d'années. Mais le véritable vertige anatomique commence lorsque l'on quitte cette bouée protectrice pour s'aventurer au-delà des 20 000 unités astronomiques. Non, c'est ici que commence le nuage d'Oort externe, la frontière ultime de la souveraineté du Soleil. Dans ce territoire de la nuit absolue, la structure en forme de beignet se gonfle brutalement, se déploie dans toutes les dimensions et se referme sur elle-même pour former une gigantesque coquille. Pensez à une boule à neige classique, ce petit jouet en verre de votre enfance que vous secouez en hiver pour voir tomber des flocons artificiels. Le système solaire tout entier, notre étoile, l'orbite terrestre, Jupiter, l'anneau de Saturne, la lointaine Pluton et même la minuscule sonde Voyager est hermétiquement confiné dans la miniature centrale. Et le nuage d'Oort externe constitue l'épaisse bulle de verre ronde qui enferme absolument tout le reste. Peu importe la direction précise vers laquelle vous pointez un télescope depuis le sol de la Terre, vers le zénith, vers le sud galactique ou vers l'horizon, vous finirez invariablement par percuter ce mur de glace invisible. Notre système n'est pas un plateau posé dans l'espace vide. C'est une cellule sphérique fermée, un cocon astronomique dont les parois sont littéralement faites de milliards de comètes congelées depuis la nuit des temps. L'échelle géométrique de cette boule à neige cosmique est si ahurissante qu'elle repousse toutes les limites de la physique orbitale. Son épaisseur colossale s'étire jusqu'à 100 000, voire 200 000 unités astronomiques de notre étoile centrale. À une telle distance, les lois classiques de la gravité solaire ne fonctionnent plus du tout avec la même autorité que dans notre voisinage immédiat. Les objets qui composent ce nuage ne tracent pas de belles ellipses rapides autour de nous. Ils rampent. Leurs orbites sont d'une lenteur presque désespérante. Si vous aviez la possibilité physique de vous rendre sur place et d'observer de près le mouvement d'une de ces comètes isolées à la lisière externe du nuage, vous seriez immédiatement frappé par sa nonchalance spectaculaire. Elle ne se déplace
dans la nuit sidérale glacée qu'à la vitesse de quelques dizaines de centimètres par seconde. Cela équivaut à peine à l'allure d'une personne flânant tranquillement dans un parc un dimanche. Il lui faut environ 30 millions d'années terrestres pour boucler un seul tour de la piste solaire immense. Depuis la naissance de la Terre primitive, ces objets lointains n'ont complété qu'une centaine d'orbites au total. Ils sont les témoins quasi immobiles d'un passé gelé. L'expression nuage peut cependant induire en erreur sur la densité réelle de cet endroit. Cette sphère contient des milliers de milliards de corps individuels, des milliards de blocs disparates. À l'échelle de l'intellect humain, un tel nombre évoque instantanément une masse écrasante, une lourdeur titanesque capable de plier l'espace. On s'imagine qu'en additionnant les masses de ces trillions d'objets rocheux et glacés, on obtiendrait un nouveau Jupiter stellaire, une entité capable de rivaliser avec la gravité du Soleil lui-même. C'est une autre profonde illusion de la mécanique céleste. La réalité anatomique est étonnamment différente sur la balance galactique. Si l'on rassemble chaque morceau de glace, chaque comète errante et chaque particule de poussière disséminée dans l'immensité colossale de cette structure, la masse totale n'atteindrait péniblement qu'entre 10 et 100 fois la masse de notre Terre. Autrement dit, l'immense majorité de cette enveloppe sphérique n'est constituée de rien d'autre que du vide spatial le plus strict, le plus noir et le plus absolu. Cette légèreté apparente s'explique directement par la composition intime des objets eux-mêmes. Contrairement aux planètes telluriques internes comme la nôtre, qui furent forgées dans la roche lourde, le fer et le magma en fusion, les habitants du nuage d'Oort sont de pauvres amalgames extrêmement fragiles. Les astronomes les décrivent très souvent par le terme technique de boule de neige sale, une expression brillante introduite par l'astrophysicien Fred Whipple. Il s'agit littéralement de grumeaux très poreux constitués principalement de glace d'eau, intimement mélangés à des glaces de méthane, d'ammoniac, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, le tout généreusement saupoudré de poussière silicatée. Ces éléments extrêmement sensibles à la chaleur, appelés les composés volatiles, n'ont pu survivre à l'état solide que parce qu'ils ont été bannis très loin de la fameuse ligne des glaces. La ligne des glaces, ou limite des neiges, est la frontière thermodynamique précise autour d'une étoile au-delà de laquelle les températures chutent suffisamment pour que des molécules légères, comme l'eau ou l'ammoniac, puissent cristalliser et former des solides durables. En deçà de cette limite, la chaleur solaire sublime immédiatement ces glaces spatiales. C'est d'ailleurs pour cela que la Terre et Vénus sont de simples boules de roche sèches à leur naissance stellaire. Les comètes du nuage d'Oort, elles, ont eu la chance d'emporter ces précieux composés volatiles avec elles dans l'obscurité, les préservant dans un froid proche du zéro absolu. Chaque bloc de glace caché là-bas est donc un fragile sarcophage chimique contenant la recette intacte de la soupe primordiale qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons. Leur fragilité, associée à la faiblesse gravitationnelle inouïe qui les retient si mollement à 100 000 unités astronomiques de nous, en fait des proies d'une vulnérabilité absolue. L'anatomie interne, bien qu'élégante avec sa bouée centrale de Hills et sa vaste coquille sphérique externe, cache une terrible faille. Que se passe-t-il si l'on s'obstine à tester la résistance de cette enveloppe fragile face aux monstres galactiques qui naviguent librement dans les ténèbres extérieures? Pour comprendre l'ampleur de cette menace galactique, il faut d'abord définir rigoureusement où s'arrête exactement la protection de notre propre étoile. Il existe dans l'esprit du grand public, dans les articles de vulgarisation rapides,
et même parfois dans les communiqués officiels simplifiés de certaines agences spatiales prestigieuses. Une confusion tenace et persistante sur ce qui constitue la véritable ligne de démarcation du système solaire. Vous avez très certainement lu, entendu ou vu dans les médias que les célèbres sondes jumelles Voyager, lancées à la fin des années 70, avaient définitivement quitté le système solaire. On nous explique avec une grande émotion romantique qu'elles naviguent désormais librement dans l'espace interstellaire profond. C'est une affirmation qui est à la fois techniquement vraie d'un point de vue magnétique et fondamentalement fausse d'un point de vue mécanique. Pour saisir cette nuance capitale, il faut séparer deux concepts physiques qui n'ont absolument rien à voir, l'héliosphère et la sphère de Hill. Commençons par ce que les sondes Voyager ont réellement franchi. Notre Soleil n'est pas seulement une boule de gaz lumineuse, c'est un réacteur nucléaire titanesque qui souffle en permanence un ouragan de particules chargées, que l'on appelle le vent solaire. Ce vent constant gonfle une gigantesque bulle électromagnétique tout autour de notre système. Cette bulle protectrice s'appelle l'héliosphère. Elle repousse les radiations mortelles du milieu interstellaire, agissant comme un bouclier contre les rayons cosmiques galactiques. La limite extrême de cette bulle, l'endroit exact où le souffle du Soleil n'a plus assez de force pour repousser la pression du gaz extérieur, s'appelle l'héliopause. C'est cette frontière précise, située à environ 120 unités astronomiques de nous, que la sonde Voyager 1 a franchie en 2012, suivie par Voyager 2 en 2018. Elles sont sorties de la bulle magnétique. Elles ont quitté l'atmosphère solaire. Mais elles sont infiniment loin, à des millénaires de voyage, d'avoir quitté l'emprise gravitationnelle du système solaire. L'héliosphère n'est que la zone d'influence météorologique du Soleil. La véritable souveraineté de notre étoile, sa véritable emprise spatiale, est dictée par la gravité. C'est ici qu'entre en jeu le concept de la sphère de Hill. En astrophysique, la sphère de Hill d'un objet céleste désigne la région sphérique maximale à l'intérieur de laquelle sa propre gravité est plus forte que l'influence gravitationnelle combinée des objets massifs qui l'entourent, en l'occurrence la masse de la Voie lactée tout entière. C'est le domaine de possession ultime du Soleil. Tant qu'un objet de glace se trouve à l'intérieur de cette sphère de Hill astronomique, il appartient au Soleil, même s'il y est très faiblement lié. Pour comprendre la différence de taille entre ces deux frontières, imaginez un radiateur soufflant posé au centre d'un immense gymnase glacé et branché par un câble électrique à une prise murale située à l'autre bout de la salle. Le souffle d'air chaud du radiateur ne s'étend qu'à quelques mètres autour de l'appareil. C'est l'héliosphère. Dès que vous reculez de 5 mètres, vous ne sentez plus la chaleur. Vous avez franchi l'héliopause. Mais l'influence réelle de l'installation, son ancrage physique, est représentée par le câble électrique qui s'étend sur 100 mètres jusqu'au mur. Ce câble tendu, c'est la sphère de Hill. Le nuage d'Oort tout entier est situé le long de ce câble invisible, bien au-delà de la microscopique zone de chaleur. En termes numériques, l'échelle est effroyable. Non. Alors que l'héliosphère s'arrête à un peu plus d'une centaine d'unités astronomiques, la sphère de Hill de notre Soleil s'étire jusqu'à environ 2 années-lumière dans toutes les directions. 2 années-lumière. Cela représente près de 125 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Le nuage d'Oort occupe presque la totalité de ce territoire obscur.
Il s'étend si loin qu'il repousse les limites géographiques de notre voisinage cosmique jusqu'à l'absurde. C'est ici que l'anatomie externe du nuage rejoint la folie des distances galactiques. Prenez notre plus proche voisine stellaire, le système Alpha Centauri, situé à environ 4,37 années-lumière de nous. Pendant longtemps, l'humanité a considéré cet espace de 4 années-lumière comme un vide absolu, un désert stérile séparant 2 oasis de lumière. Or, si la sphère de Hill de notre Soleil s'étend sur près de 2 années-lumière, et si le système d'Alpha Centauri possède lui aussi sa propre sphère de Hill et probablement son propre réservoir cométaire d'une taille similaire, la conclusion mathématique est stupéfiante. Les confins extrêmes du nuage d'Oort frôlent littéralement les confins extrêmes du nuage d'Oort de nos voisins stellaires. Pour visualiser cette proximité stellaire étouffante, imaginez 2 maisons géantes bâties sur de très petits terrains. Les façades des maisons sont séparées par une petite cour, mais les auvents de leurs toits sont si larges qu'ils se touchent presque au-dessus de la clôture mitoyenne. Le Soleil et Alpha Centauri sont ces maisons, et leurs nuages d'Oort respectifs sont les auvents démesurés. Le vide interstellaire n'est pas vide du tout. Notre système solaire s'étend tellement loin qu'il touche presque physiquement les systèmes planétaires adjacents. Si vous lanciez un vaisseau spatial vers Alpha Centauri, il ne naviguerait pas dans un vide propre. Il devrait traverser notre propre coquille de glace pendant des dizaines de milliers d'années, puis entrerait presque immédiatement dans la coquille de glace du système voisin. Il n'y a pas de terrain neutre spacieux dans la galaxie. Cette proximité géante pose un problème mécanique terrifiant pour la stabilité de notre monde. Parce qu'il s'étend jusqu'à l'extrême limite gravitationnelle de la sphère de Hill, le nuage d'Oort est en état de détresse permanente. À cette distance inouïe de 2 années-lumière, l'attraction de notre petite étoile jaune est si étirée, si pitoyablement faible que la moindre perturbation extérieure vient déchirer ce fragile cocon. La plus massive et la plus constante de ces perturbations est ce que les astrophysiciens appellent la marée galactique. Cette marée galactique n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité mécanique brutale qui compresse et malaxe l'enveloppe de notre système en continu. Tout comme la Lune exerce une force de marée gravitationnelle qui soulève les océans liquides de la Terre, le disque massif de la Voie lactée exerce une marée colossale sur le nuage d'Oort. Les milliards d'étoiles, les vastes nébuleuses de gaz et la matière noire qui compose l'ossature de notre galaxie agissent de concert pour étirer verticalement cette coquille sphérique vulnérable. Le nuage subit une pression constante. Les comètes situées au pôle du nuage sont inexorablement poussées vers le bas, vers le plan de l'écliptique, tandis que celles situées sur l'équateur galactique sont arrachées vers l'extérieur. Sous cette force titanesque et invisible, la belle sphère de glace se déforme, s'aplatit et palpite lentement, au rythme des millions d'années. Cette marée galactique est le métronome mortel de notre système. Elle déstabilise régulièrement les orbites paresseuses des corps glacés. Sous l'effet de ces pressions ininterrompues, certaines comètes voient leur trajectoire modifiée d'une infime fraction de degré. Ce minuscule décalage suffit. Elles perdent leur équilibre précaire et entament une chute vertigineuse, silencieuse, mais mathématiquement inévitable, vers le système solaire interne, en direction du Soleil, et, par conséquent, en direction de la Terre. L'ensemble de cette vaste architecture lointaine est donc intrinsèquement chaotique.
Notre étoile ne possède pas ces comètes de manière sécurisée. Elle les maintient dans un équilibre terrifiant sur le rebord d'un gouffre profond, où le moindre souffle extérieur peut déclencher une avalanche cosmique. Le nuage d'Oort est donc constamment tiraillé par le poids mécanique écrasant du disque galactique. Mais que se passe-t-il lorsqu'une étoile étrangère décide de traverser physiquement cette structure glacée? C'est à ce moment précis que les véritables catastrophes astronomiques se déclenchent. Ces catastrophes galactiques ne prennent cependant tout leur sens terrifiant qu'à une seule condition: analyser l'impact matériel et direct d'une telle perturbation sur notre fragile biosphère. Pour comprendre la nature de cette menace, il faut d'abord regarder dans le rétroviseur cosmique. Bon, les étoiles de la Voie lactée ne sont pas des lanternes fixes. Elles gravitent toutes autour du centre galactique, trébuchant parfois les unes sur les autres. Il y a 70 000 ans, alors que l'humanité préhistorique commençait à peine à s'étendre sur la planète Terre, une étoile naine rouge binaire connue sous le nom d'étoile de Koltz a frôlé notre système. Elle n'est pas passée à une distance de sécurité confortable. Elle a littéralement transpercé la coquille externe du nuage d'Oort. Imaginez une boule de bowling massive lancée à toute vitesse au milieu d'un jeu de quilles parfaitement immobile. L'étoile de Koltz a perturbé gravitationnellement des dizaines de millions de comètes endormies. Si la plupart ont été purement et simplement éjectées dans le vide interstellaire, une fraction non négligeable a vu son orbite basculer radicalement, précipitant ces montagnes de glace dans une chute mortelle vers le système solaire interne. Ce déluge cométaire met des millions d'années à nous atteindre, ce qui signifie que les projectiles glacés délogés par l'étoile de Koltz sont très probablement encore en route vers nous, cachés dans la nuit froide. Mais le passé n'est rien comparé à ce que l'avenir astronomique nous réserve. Les modèles de prévision de l'Agence spatiale européenne, basés sur les relevés d'une précision inouïe du satellite Gaïa, sont absolument formels. Dans environ 1,29 million d'années, un battement de cils à l'échelle cosmique, une étoile naine orange nommée Gliese 710 va traverser notre voisinage. Et elle ne se contentera pas d'effleurer les bords extérieurs. Gliese 710, qui pèse environ 60% de la masse de notre Soleil, plongera profondément à l'intérieur du nuage d'Oort, s'approchant probablement à moins de 10 000 unités astronomiques de la Terre. Pour vous donner une idée de la violence de cette intrusion, cela représente une distance 70 fois plus proche de nous que ne l'est l'étoile la plus proche aujourd'hui. L'empreinte gravitationnelle de ce monstre stellaire traversant notre cimetière de glace va créer un véritable tsunami mécanique, une onde de choc orbital irrésistible. Selon les calculs les plus conservateurs, Gliese 710 délogera plus de 100 millions de comètes, déclenchant ce que les astronomes appellent une pluie cométaire majeure. Pendant des millénaires, le ciel nocturne de la Terre sera strié par des dizaines de comètes simultanément, brillantes et gigantesques. Visuellement, ce sera un âge d'or astronomique spectaculaire. Mais d'un point de vue de la survie planétaire, ce sera la roulette russe la plus meurtrière de toute l'histoire. Car il y a une différence fondamentale et terrifiante entre un astéroïde classique et une comète à longue période issue du nuage d'Oort. Lorsque l'on évoque la destruction apocalyptique de la Terre, on pense immédiatement à l'astéroïde de Chicxulub, ce bloc de roche de 10 km qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Cet astéroïde provenait très probablement de la ceinture principale, située juste après Mars.
Il orbitait dans le même sens que la Terre et se déplaçait à une vitesse relative d'environ 20 km par seconde. C'est déjà amplement suffisant pour provoquer une apocalypse globale. Mais les comètes du nuage d'Oort obéissent à des règles balistiques totalement différentes. Ces monstres de glace chutent depuis des dizaines de milliers d'unités astronomiques. Pendant les millions d'années que dure leur descente vers le Soleil, l'attraction gravitationnelle agit comme un accélérateur de particules ininterrompu. La comète accumule de l'énergie cinétique en permanence. Lorsqu'elle atteint enfin l'orbite terrestre, sa vélocité est purement cauchemardesque. Une comète d'Oort frappe généralement à des vitesses extrêmes, comprises entre 50 et 70 km par seconde, soit plus de 250 000 km par heure. À cette vitesse ahurissante, vous pourriez traverser l'océan Atlantique de New York à Paris en moins d'une minute. L'équation de l'énergie cinétique développée par la physique classique est implacable. L'énergie n'est pas simplement proportionnelle à la vitesse, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Cela signifie qu'à taille et à masse égale, une comète d'Oort frappant la Terre de plein fouet libérerait jusqu'à 10 fois plus d'énergie destructrice absolue que l'astéroïde massif qui a exterminé les dinosaures nonaviens. Face à une telle énergie cinétique hyperbolique, l'atmosphère terrestre n'offre absolument aucune résistance. L'impact ne creuserait pas simplement un cratère géant. Il liquéfierait littéralement la croûte terrestre sur des milliers de kilomètres à la ronde. Les ondes de choc colossales feraient le tour de la planète en quelques minutes, déclenchant des tempêtes de feu globales, vaporisant instantanément les océans proches du point d'impact et projetant suffisamment de roches en fusion dans l'espace pour que celles-ci retombent ensuite sous la forme d'une pluie de météores incandescents, embrasant chaque forêt sur les 5 continents. L'hiver nucléaire profond qui suivrait bloquerait la lumière du Soleil pendant des décennies, détruisant instantanément la base de la chaîne alimentaire océanique et terrestre. Un tel événement ne provoquerait pas seulement une extinction de masse classique, il stériliserait probablement la couche supérieure de notre fragile biosphère. Et le détail le plus glaçant dans cette menace cosmique, c'est son extrême furtivité. Nous avons aujourd'hui des programmes de surveillance sophistiqués pour traquer les astéroïdes géocroiseurs, potentiellement dangereux. Ces objets rocheux passent et repassent régulièrement près de nous, ce qui nous permet de calculer leurs orbites des décennies à l'avance. Mais les comètes à longue période sont des tueurs silencieux, surgissant des abysses glacés sans aucun préavis. Elles sont froides, recouvertes d'une poussière noire protectrice. C'est exactement comme essayer de repérer un morceau de charbon noir jeté sur une route en asphalte au milieu de la nuit, sans la moindre lampe de poche. Elles n'émettent aucune lumière visible tant qu'elles ne franchissent pas la ligne des glaces pour commencer à sublimer et déployer leur immense queue brillante. Avant ce point critique, elles sont pratiquement indétectables, même pour nos télescopes infrarouges les plus perfectionnés. La célèbre comète Hale-Bopp, qui a majestueusement illuminé nos ciels nocturnes en 1997, mesurait environ 60 km de diamètre, un mastodonte d'une taille amplement suffisante pour effacer instantanément toute forme de vie complexe sur Terre. Elle n'a été découverte que 2 misérables années avant son passage au plus près du Soleil. Si une comète de la taille monstrueuse de Hale-Bopp, tombant à 70 km par seconde depuis le lointain nuage d'Oort, croisait par malheur l'orbite exacte de la Terre au moment précis où notre planète s'y trouve, nous n'aurions que quelques mois d'avertissement.
Face à un objet massif d'une telle envergure et d'une vélocité aussi spectaculaire, aucune technologie humaine actuelle ni future ne pourrait espérer dévier sa course dans un délai aussi infime. Nous serions réduits au rôle misérable de simples spectateurs attendant l'impact final. C'est l'essence même de l'angoisse astronomique, savoir pertinemment que le ciel, en apparence si calme et serein, abrite un arsenal illimité, capable de nous anéantir à tout instant, sans la moindre échappatoire possible. C'est très précisément ici que l'illusion de notre suprématie technologique s'effondre totalement. Car en réalisant notre vulnérabilité absolue face à la mécanique du nuage d'Oort, une contradiction vertigineuse surgit, menaçant de détruire toutes les théories établies. Non, pour comprendre la véritable nature de cette contradiction, il faut d'abord redéfinir ce que signifie réellement l'expression fin du système solaire. Depuis le début de cette exploration, nous avons utilisé des mots comme frontière, limite, mur de glace ou coquille. Ces termes linguistiques sont extrêmement pratiques pour notre esprit humain, car nous avons évolué sur une planète finie, où chaque continent se termine par un océan visible, et où chaque pays est délimité par une frontière dessinée sur une carte géographique. Mais l'univers se moque éperdument de notre géométrie terrestre. Dans le vide interstellaire, il n'y a pas de mur de briques géants. Il n'y a pas de panneau céleste clignotant indiquant que vous avez officiellement quitté la juridiction du Soleil. C'est précisément ici que nous devons affronter frontalement la question centrale de notre voyage. Comprendre enfin ce qu'est réellement le nuage d'Oort et pourquoi le système solaire ne s'arrête jamais vraiment. L'incompréhension générale du public vient d'une confusion entre ce qui est matériel et ce qui est purement mécanique. Si vous cherchez un objet physique solide pour marquer la fin du système, vous chercherez éternellement en vain. Il faut changer de paradigme cosmique et penser en termes de champ de force. Pour visualiser concrètement cette réalité contre-intuitive, livrons-nous à une simple expérience de pensée, un célèbre Gedankenexperiment, la méthode d'investigation mentale qu'aimait tant utiliser le grand physicien Albert Einstein pour résoudre des paradoxes impossibles. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes un astronaute, vêtu d'une combinaison spatiale autonome, équipé de réserves de survie maximales, et que je vous téléporte instantanément à 120 000 unités astronomiques de la Terre, en plein cœur de la bordure externe glaciale du nuage d'Oort. Vous êtes totalement entouré par le noir, le plus absolu, le plus parfait et le plus terrifiant que l'on puisse concevoir. La température extérieure frôle le zéro absolu, plongeant la matière dans une stase thermodynamique absolue. Si vous regardez dans la direction de notre système, vous ne verrez aucun disque planétaire majestueux, aucune ceinture d'astéroïdes brillante. Vous ne verrez aucune chaleur, aucun éclat familier réconfortant. Le Soleil n'est plus qu'un minuscule point lumineux, une étoile pâle noyée parmi des centaines de millions d'autres étoiles dans la tapisserie étincelante de la Voie lactée. Visuellement, il est totalement impossible de le distinguer d'une autre étoile lointaine. Aucun vent solaire ne vient caresser votre combinaison. Le champ magnétique protecteur de notre étoile, la fameuse héliosphère, s'est écrasé et s'est dissipé depuis des dizaines de milliers de milliards de kilomètres loin derrière vous. Toutes les défenses solaires matérielles sont mortes, vaincues par le froid interstellaire. À ce stade précis de notre expérience de pensée, votre bon sens humain, forgé par l'évolution sur une petite planète rocheuse,
hurle que vous êtes définitivement sorti du système solaire. Vous avez la certitude intime et terrifiante d'être dans l'espace interstellaire pur, totalement libre de toute attache gravitationnelle ou stellaire. Mais que se passe-t-il si vous sortez une simple pomme de votre poche et que vous la lâchez délicatement dans ce vide glacial? La logique de l'astronaute perdu voudrait que la pomme flotte éternellement, immobile à côté de lui, ou qu'elle dérive de manière aléatoire sous l'impulsion du moindre courant cosmique environnant. Pourtant, si vous aviez la patience surhumaine d'attendre et d'observer cette pomme avec des instruments de mesure à l'échelle atomique pendant quelques millénaires, vous remarqueriez un phénomène époustouflant. La pomme ne flotte pas de manière aléatoire. Elle commence à chuter, volter très lentement à une vitesse microscopique imperceptible à l'œil nu. Elle entame une longue, douloureuse et inexorable descente. Et elle ne tombe pas n'importe où. Elle tombe directement vers ce petit point lumineux lointain. Elle tombe vers le Soleil. C'est ici que se trouve la grande révélation, l'illumination mécanique fondamentale qui résout l'impossibilité de la frontière cosmique. Le système solaire ne s'arrête jamais vraiment, tout simplement parce que la gravité, contrairement au vent solaire matériel ou au rayonnement thermique intense, n'a pas de fin brutale. Selon l'implacable loi de la gravitation universelle formulée par Isaac Newton, la force d'attraction entre deux masses diminue avec le carré de la distance, mais elle n'atteint mathématiquement jamais zéro. Elle ne fait que s'estomper de manière asymptotique. Ce terme mathématique, asymptotique, signifie que la courbe s'approche éternellement du zéro sans jamais le toucher. Pensez à un aimant posé à une extrémité d'une très longue table recouverte de limailles de fer. Près de l'aimant, le fer forme des motifs denses, rapides et rigides. Très loin, à l'autre bout de la grande table, les petits éclats de métal semblent totalement libres, mais si vous regardiez au microscope électronique, vous verriez qu'ils sont tous très légèrement, très subtilement, orientés vers l'aimant central. La gravité solaire opère exactement de la même manière. Elle devient un murmure fantomatique, un filet gravitationnel infiniment fin et délicat, mais elle ne disparaît jamais totalement de l'équation. Le nuage d'Oort n'est donc pas un objet physique massif posé dans l'espace comme une barrière étanche. Il est la manifestation géométrique de ce murmure gravitationnel. C'est l'endroit exact où la voie d'attraction du Soleil est devenue si incroyablement faible qu'elle est presque totalement étouffée par le brouhaha gravitationnel, assourdissant des autres étoiles de la galaxie. Les objets qui s'y trouvent, ces milliers de milliards de comètes congelées, sont dans un état de lévitation asymptotique fascinante. Ils appartiennent au Soleil, oui, mais ils appartiennent en même temps au grand disque galactique. C'est un état de superposition mécanique. Notre système ne se termine pas par un point final gravé dans le marbre spatial. Il s'estompe, il se dilue très progressivement et imperceptiblement dans le tissu même de l'univers, exactement comme une lourde goutte d'encre sombre qui tomberait dans l'océan Atlantique et qui se dissiperait lentement, infiniment, sans jamais totalement disparaître sur le plan moléculaire. La beauté vertigineuse de ce concept, c'est qu'il redéfinit complètement notre place véritable dans le cosmos. La Terre n'est pas enfermée dans une petite boîte cosmique bien délimitée. Nous sommes les habitants de la partie la plus dense, la plus chaude et la plus frénétique d'une structure gravitationnelle infinie qui s'étire jusqu'à frôler intimement les architectures invisibles de nos voisins stellaires.
La frontière classique n'existe pas. Il n'y a qu'une longue transition douce, une zone crépusculaire immense où les comètes hésitent éternellement entre chuter vers la lumière solaire ou se laisser emporter par les marées froides de la nuit. L'énigme métaphysique de la frontière semblait donc majestueusement résolue par cette élégante théorie de la gravité asymptotique et de la dilution cosmique. Nous pensions avoir enfin compris la mécanique finale de notre royaume céleste. Sauf que non. Cette théorie élégante de la gravité diluée ne tient cependant qu'à une seule condition fondamentale, que notre Soleil soit véritablement assez massif pour retenir ses comètes à une distance aussi aberrante. Et c'est précisément là que la magnifique horlogerie de la mécanique céleste classique commence à grincer, pour finalement se bloquer complètement. L'intuition mathématique d'Isaac Newton et la géométrie de l'espace-temps d'Albert Einstein sont des outils parfaits pour peser les planètes internes et prédire les éclipses. Mais si l'on applique strictement leurs équations aux confins extrêmes du nuage d'Oort, les mathématiques pures nous révèlent une vérité profondément dérangeante. À une distance faramineuse de 100 000 unités astronomiques, la force d'attraction générée par une seule masse solaire, la masse individuelle de notre petite étoile jaune, est d'une faiblesse effarante. Non, elle est théoriquement suffisante pour créer la lévitation asymptotique dont nous avons parlé plus tôt. Ce léger murmure qui attire la pomme de notre astronaute perdu. Mais elle est totalement, dramatiquement insuffisante pour contrer les forces destructrices de l'environnement extérieur galactique. Pensez à la puissance titanesque de la marée galactique que nous avons analysée. Pensez aux centaines d'étoiles voisines massives qui passent et repassent inlassablement autour de nous au fil des éons. Les simulations sur superordinateurs modernes, capables de calculer des millions d'interactions gravitationnelles par seconde, sont catégoriques, sous le poids cumulé des perturbations galactiques constantes. Le Soleil aurait dû perdre l'intégralité de son nuage d'Oort externe depuis très longtemps. En d'autres termes, les comètes lointaines sont beaucoup trop instables mécaniquement. Elles auraient toutes dû être arrachées à notre système et dispersées dans le vide interstellaire il y a des milliards d'années. L'horloge cosmique indique que le réservoir externe devrait être désespérément vide. Pourtant, les observations indirectes des comètes, à longue période, prouvent formellement que ce réservoir existe toujours, qu'il est incroyablement dense et qu'il est remarquablement structuré. Il y a donc une masse colossale manquante dans l'équation. Quelque chose d'invisible, de gigantesque et d'extrêmement lourd maintient activement le nuage d'Oort en place contre les vents, les courants et les marées de la Voie lactée. Pour résoudre cette contradiction finale, cette véritable anomalie de l'impossibilité de la frontière, les astrophysiciens doivent faire appel à l'un des concepts les plus mystérieux, les plus insaisissables et les plus fondamentaux de la cosmologie moderne, la fameuse matière noire. Ne vous y trompez pas, l'expression matière noire n'est pas simplement un mot savant abstrait pour désigner un espace sombre et vide. C'est une substance physique bien réelle, exotique, massive, mais qui possède la caractéristique effrayante de n'avoir absolument aucune interaction avec la lumière ou le spectre électromagnétique. Elle ne brille pas, elle ne reflète rien, elle n'absorbe aucune couleur, elle ne dégage aucune chaleur. Elle est parfaitement et absolument indétectable par nos sens humains, par nos radars ou par nos télescopes optiques les plus géants. On ne peut ni la voir, ni la toucher. Mais elle possède une masse indiscutable et par conséquent,
elle exerce une force gravitationnelle écrasante sur tout ce qui l'entoure. Sans elle, les galaxies elles-mêmes tourneraient trop vite et s'éparpilleraient dans le cosmos comme des roues de feu d'artifice brisées. Les relevés galactiques prouvent que notre Voie lactée est baignée, littéralement noyée, dans un immense halo sphérique de cette matière fantôme. Or, le système solaire tout entier voyage à travers ce halo. Et c'est là que l'anatomie du nuage d'or prend une dimension véritablement métaphysique. Aux distances extrêmes où se situent les comètes externes, la densité de la matière noire ambiante commence à jouer un rôle mécanique décisif. Le vide spatial qui sépare ces lointains blocs de glace n'est pas un rien absolu. Il est saturé de particules invisibles de matière noire qui exercent en permanence leur propre microgravité. Imaginez que le tissu même de l'espace cosmique, dans ces régions lointaines, n'est pas un contenant vide et stérile, mais qu'il agit plutôt comme une gélatine structurelle transparente, ou une colle physique invisible et omniprésente. C'est exactement comme lorsque vous versez avec précaution des centaines de minuscules perles de verre dans un très grand bol, rempli d'un miel extrêmement dense et collant. Les perles de verre ne sont pas reliées entre elles par des fils solides. Elles ne sont pas attachées les unes aux autres, mais elles sont fermement, solidement maintenues en place par la densité et la viscosité écrasante du miel lui-même. Elles résistent parfaitement aux turbulences si vous secouez doucement le bol sur la table de la cuisine. Dans cette analogie visuelle, les perles de verre représentent évidemment les milliards de comètes lointaines et solitaires, et le miel épais représente le filet gravitationnel serré, tissé en permanence par l'accumulation de matière noire locale. C'est cette colle invisible, imprégnant chaque centimètre cube de l'espace interstellaire, qui empêche la marée galactique d'arracher brutalement les objets du nuage d'Oort. Le Soleil, à lui seul, serait un parent beaucoup trop faible pour retenir ses enfants, éparpillés à 100 000 unités astronomiques. C'est l'étreinte invisible de la galaxie elle-même, via sa masse de matière noire, qui comprime et stabilise cette vaste enveloppe glacée. Cette révélation finale nous amène à la conclusion la plus poétique et la plus troublante de notre exploration du vide. À qui appartient réellement le nuage d'Oort ? Si le Soleil n'est pas assez lourd pour le maintenir, et si c'est la matière noire de la Voie lactée qui sert de ciment structurel principal, alors nous devons repenser la notion même de propriété stellaire. Le nuage d'Oort n'appartient pas exclusivement à notre étoile. Il est le point de fusion mécanique exact où le domaine du Soleil se dissout et se fond harmonieusement dans le domaine collectif de la galaxie. C'est une gigantesque architecture en copropriété. Les comètes situées à l'extrême limite de notre monde sont retenues à la fois par le souvenir gravitationnel du Soleil à travers la gravité asymptotique et par l'étreinte fantomatique du halo galactique de matière noire. Le système solaire ne s'arrête jamais vraiment, non pas parce qu'il s'étendrait à l'infini avec l'arrogance d'un empire conquérant qui annexe les territoires voisins, mais bien parce qu'il n'y a tout simplement pas de ligne de démarcation matérielle où il cesse physiquement d'exister. Il perd lentement son identité individuelle pour devenir la galaxie. C'est un processus d'assimilation extrêmement douce, invisible et éternelle. Les immenses parois de notre cellule de glace ne sont pas des murailles construites pour nous isoler jalousement du reste de l'univers. Elles sont au contraire l'interface active, la zone d'échange perpétuel
par laquelle le grand univers nous intègre et nous tolère. Nous avons commencé ce long voyage intellectuel en cherchant un mur solide, une ligne d'arrivée claire, un panneau indicateur définitif que l'humanité pourrait un jour espérer franchir avec ses vaisseaux interstellaires. Nous terminons ce chapitre avec une certitude métaphysique beaucoup plus vertigineuse. Nous vivons dans un monde ouvert, flou, poreux, où les forces de l'obscurité galactique la plus lointaine pénètrent jusqu'aux racines mêmes de notre système planétaire intime pour en assurer paradoxalement la stabilité physique au fil des milliards d'années. Cependant, alors que le mystère de cette frontière gravitationnelle semblait définitivement résolu par la matière noire, une question d'échelle encore plus vertigineuse venait de voir le jour. Pour comprendre l'ampleur de ce nouveau vertige cosmique, il faut d'abord lever les yeux de notre propre système planétaire étriqué et regarder la galaxie tout entière. Jusqu'à présent, dans notre vertigineuse exploration, nous avons commis une erreur de perspective fondamentalement humaine. Non, nous avons examiné le nuage d'Oort avec un égocentrisme aveugle, comme s'il s'agissait d'une simple curiosité locale, d'une anomalie mécanique fascinante, mais spécifique au seul domaine de notre Soleil. Nous l'avons imaginé comme une sorte de singularité architecturale destinée, par un hasard miraculeux, à protéger ou à menacer spécifiquement la petite planète Terre. Mais l'univers ne construit absolument jamais d'édifice unique. La physique interstellaire n'a pas le moindre favoritisme. Elle se moque éperdument de notre existence. Ce que la gravité implacable et la thermodynamique ont accompli ici, dans la périphérie glaciale et silencieuse de notre petite étoile jaune, elles l'ont inévitablement et méthodiquement accompli partout ailleurs, avec la même brutalité mathématique et la même efficacité redoutable. D'autre côté, définitivement hors de l'influence de la gravité asymptotique du Soleil. 30 000 ans de silence lourd, de dérive et d'obscurité ininterrompue. Ce chiffre abstrait écrase complètement la chronologie de notre histoire humaine. Pour mettre cette durée insensée en véritable perspective, regardez exactement 30 000 ans en arrière dans notre propre passé évolutif. Il y a 30 millénaires, la planète Terre était encore profondément plongée dans les rigueurs mortelles de la dernière grande ère glaciaire. L'Homo sapiens, notre ancêtre direct, partageait encore le difficile continent européen gelé avec l'homme de Néandertal. Les toutes premières peintures rupestres, les premiers balbutiements de notre grand art symbolique et de notre conscience collective, venaient tout juste d'être esquissés à la faible lueur des torches sur les parois des grottes de Chauvet. Les immenses glaciers recouvraient la majeure partie de l'hémisphère nord, et l'idée même de l'agriculture, sans parler de la roue ou de l'écriture, n'existait pas encore dans l'esprit primitif de nos ancêtres. 30 000 ans, c'est littéralement la durée colossale de l'intégralité de la civilisation humaine, depuis l'âge de pierre le plus fruste jusqu'à notre époque fulgurante dominée par l'intelligence artificielle et la fission nucléaire. C'est très exactement le temps démesuré qu'il faudra à la machine la plus rapide jamais construite par l'homme pour franchir l'épaisseur glaciale du nuage d'Oort. Lorsque Voyager en émergera enfin triomphalement de l'autre côté de la grande mousse galactique, libéré à tout jamais de l'emprise du Soleil, que sera véritablement devenue l'humanité? Aurons-nous hardiment conquis la galaxie ou aurons-nous misérablement disparu depuis des millénaires, victimes stupides de notre propre technologie ravageuse? Le disque d'or fixé sur la sonde sera l'ultime vestige pathétique de notre passage éphémère dans la longue nuit, voguant silencieusement vers une autre étoile, portant un message que nous aurons nous-mêmes
depuis très longtemps oublié. Le majestueux nuage d'Oort est donc l'ultime et implacable leçon d'humilité spatiale. Il nous prouve de manière indéniable que la propulsion chimique traditionnelle ne nous mènera véritablement nulle part à l'échelle galactique. Les grandes fusées qui crachent du feu ardent sont certes d'excellents outils pour visiter les planètes internes. Des canoës rudimentaires, parfaitement adaptés pour explorer le rivage rassurant de notre petit lac local. Mais face à l'immensité terrifiante de l'océan intergalactique profond et à l'épaisseur monstrueuse de la coquille d'Oort, ces technologies humaines sont pitoyables et tragiquement lentes. Nous sommes formellement assignés à résidence par la dictature inflexible de la distance temporelle. Le nuage d'Oort agit comme un mur de quarantaine naturelle, une immense prison temporelle de glace qui nous empêche physiquement de polluer ou de conquérir le reste de la galaxie majestueuse, tant que nous n'aurons pas fondamentalement redéfini les lois de la physique de la propulsion spatiale. C'est précisément ici que notre rêve prométhéen de conquête galactique s'effondre totalement. Car en acceptant sereinement l'impossibilité mécanique de notre fuite technologique, nous sommes contraints de reconsidérer notre place. Pour comprendre la véritable étendue de notre ignorance actuelle, il vous faut d'abord explorer les mystères non résolus qui hantent encore les couloirs de l'astrophysique moderne. Malgré toutes les fascinantes déductions mécaniques que vous venez d'explorer avec moi, une réalité profondément frustrante demeure pour la science. Le nuage d'Oort reste, dans sa globalité, une construction essentiellement mathématique et statistique. En 1950, lorsque l'astronome néerlandais Janne Oort a postulé son existence, il l'a fait par pure déduction, en calculant à rebours la trajectoire des comètes entrantes pour trouver leur point de chute commun originel. Personne n'a jamais vu le nuage de l'extérieur. Nous n'avons absolument aucune preuve visuelle directe de son architecture globale, seulement les preuves indirectes des roches glacées qui viennent s'écraser périodiquement vers nous. Nos connaissances actuelles reposent toujours entièrement sur l'observation de la chute tragique de ces messagers de glace. Et c'est justement en étudiant de plus en plus méticuleusement les orbites excentriques de ces débris spatiaux que les astronomes contemporains ont récemment découvert une faille structurelle inquiétante dans la belle théorie originelle d'Oort. En principe physique, si le nuage d'Oort est une coquille sphérique parfaite, lisse et homogène, perturbée aléatoirement par la pression constante de la marée galactique et par les étoiles massives de passage, alors les comètes devraient théoriquement pleuvoir vers le Soleil, de manière complètement uniforme, en provenance de toutes les directions possibles du ciel, de manière rigoureusement égale. Mais la réalité observationnelle n'est pas du tout le cas. Les relevés statistiques modernes, les plus pointus, montrent des anomalies tenaces et inexplicables. Certaines régions précises du ciel profond semblent projeter statistiquement beaucoup plus de comètes que d'autres, et plusieurs groupes d'objets extrêmement lointains possèdent des orbites étrangement alignées, penchées dans le même angle cosmique, comme s'ils étaient secrètement guidés par la baguette précise d'un chef d'orchestre invisible, caché dans les ténèbres galactiques. Cette asymétrie dérangeante a donné naissance à l'un des débats les plus passionnants et les plus explosifs de l'astronomie contemporaine, l'hypothèse audacieuse de la 9e planète, très souvent appelée Planet 9 par les chercheurs. Selon les calculs informatiques extrêmement complexes publiés par plusieurs équipes de chercheurs réputés, ces orbites étrangement regroupées ne sont absolument pas le simple fruit du hasard cosmique ou d'une mauvaise illusion d'optique statistique. Elles trahissent avec une certitude mathématique grandissante
la présence gravitationnelle perturbatrice d'un corps planétaire massif est totalement inconnue, farouchement caché quelque part dans les profondeurs glaciales et ténébreuses situées entre la lointaine ceinture de Kuiper et la bordure interne du vaste nuage de Hills. Ce mystérieux objet ne serait pas un petit astéroïde insignifiant, mais une véritable super-Terre glacée, pesant potentiellement de 5 à 10 fois la masse gigantesque de notre propre planète, orbitant dans le silence absolu à des centaines d'unités astronomiques du Soleil. Si elle existe bel et bien aujourd'hui, cette 9e planète fantôme agirait comme un berger gravitationnel, colossal, sculptant silencieusement et méthodiquement l'architecture interne du grand nuage, repoussant brutalement certaines comètes vers le vide et en regroupant d'autres dans des faisceaux orbitaux précis. Elle serait véritablement le fantôme gravitationnel du système solaire externe. La Trachée est devenue le nouveau saint Graal absolu de l'astronomie moderne. Mais si vous espériez la trouver facilement avec une lunette grand public, sachez que la chercher équivaut littéralement à chercher une fine aiguille noire dans une immense botte de foin noir au milieu d'une tempête. L'avenir de nos connaissances sur ces ténèbres glacées, insondables, repose désormais sur des méthodes d'observation radicalement nouvelles et profondément ingénieuses. Plutôt que d'essayer vainement de voir la très faible lumière émise par ces objets noirs, les astronomes préparent avec ferveur l'entrée en service du grand observatoire Vera C. Rubin. Ce télescope révolutionnaire ne va pas zoomer sur des points précis de l'univers, mais il va filmer et photographier l'intégralité du ciel nocturne terrestre de manière continue, générant un torrent de données ahurissant. Son véritable objectif informatique est de chasser massivement les occultations stellaires. Une occultation furtive se produit lorsqu'un corps sombre et invisible du nuage d'Oort passe très exactement devant une étoile lointaine brillante en arrière-plan, bloquant ainsi brièvement sa lumière stellaire pendant une infime fraction de seconde, comme une éclipse de soleil microscopique. En traquant informatiquement ces milliards de clignotements stellaires fugitifs, nous espérons enfin pouvoir cartographier avec précision les ombres furtives de notre propre prison de glace et vérifier, une fois pour toutes, si la majestueuse 9e planète s'y cache. Le nuage d'Oort conserve donc jalousement ses plus grands secrets dans l'obscurité. Mais que se passe-t-il lorsque l'on réalise l'implication philosophique finale de cette immense ignorance astronomique ? C'est à ce moment précis que notre vision confortable de l'univers bascule totalement. Que se passe-t-il réellement lorsque l'on réalise l'implication philosophique finale de cette immense ignorance astronomique ? La réponse majestueuse ne se trouve ni dans les équations mathématiques de la mécanique céleste, ni dans l'œil d'or des télescopes spatiaux, mais dans notre acceptation intime de l'enfermement cosmique. Durant ce voyage, nous avons regardé le nuage d'Oort avec un mélange d'effroi et de frustration. Nous l'avons perçu comme une terrifiante prison de glace, un mur de quarantaine naturel conçu pour nous empêcher de conquérir les étoiles. Et sur le plan mécanique, c'est vrai. Nous sommes assignés à résidence. Mais cette séquestration galactique possède un double visage d'une beauté tragique. Si cette monstrueuse coquille sphérique agit indéniablement comme une cage, elle agit aussi et avant tout comme un immense bouclier protecteur cosmique, un ventre maternel, gravitationnel, bienveillant. Sans cette épaisseur démesurée d'une année-lumière, remplie de centaines de milliards de sentinelles cométaires, notre fragile système solaire aurait été impitoyablement balayé. Sans l'influence apaisante et l'absorption cinétique de cette frontière poreuse, les vents stellaires ravageurs
et les radiations galactiques mortelles auraient totalement détruit la jeune Terre, bien avant que la première cellule organique n'ait eu la chance de se diviser. L'évolution lente de la vie biologique, cette étincelle de conscience capable de lever les yeux au ciel, exigeait un calme astronomique absolu. Le nuage d'Oort est cette citadelle silencieuse, la chrysalide protectrice indispensable à l'émergence miraculeuse de la conscience. Nous avons finalement compris ce qu'est réellement le nuage d'Oort et pourquoi le système solaire ne s'arrête jamais vraiment. Il s'efface en douceur, se diluant silencieusement dans le vaste océan galactique. Il n'y a pas de bord brutal, pas de ligne blanche peinte dans le vide. Il n'y a qu'une transition infiniment lente entre la chaleur de notre feu de camp stellaire et les ténèbres de la Voie lactée. Si vous ressentez encore ce vertige écrasant face à l'immensité de la mousse galactique, rassurez-vous. Il n'est pas nécessaire de fuir vers Alpha Centauri pour donner un sens noble à notre existence intellectuelle. Nous sommes très exactement là où la mécanique aveugle de l'univers a décidé que nous pouvions prospérer. La prochaine fois que vous regarderez le ciel noir, ne soyez plus effrayés par l'abîme insondable. Souriez calmement à l'obscurité, car d'innombrables sentinelles de glace veillent éternellement sur notre sommeil fragile. Le grand silence glacé du nuage d'Oort nous rappelle finalement à notre propre fragilité. Et vous, depuis quel endroit du monde regardez-vous le ciel ce soir ? Écrivez-le en commentaire avec l'heure qu'il est chez vous et dites-nous ce que vous apercevez au-dessus de votre toit. Si vous aimez explorer les immensités qui nous entourent, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer ce travail de vulgarisation. Le prochain épisode des Frontières du ciel nous emmènera découvrir comment nous savons où se termine l'univers, cette ultime énigme métaphysique que notre esprit humain peine encore